Ils ont payé pour l'école de ses rêves et m'ont laissé de côté, mais à la remise des diplômes, j'ai eu droit à une ovation debout. Le moment où j'ai réalisé que j'étais invisible dans ma propre famille n'a pas été soudain. Ce fut une érosion lente et silencieuse, comme l'eau qui creuse un canyon dans la pierre. C'est arrivé à 13 ans, en regardant les yeux de mes parents s'illuminer pendant que ma sœur, Rian, jouait du violon, leur attention me sautant par-dessus comme une pierre faisant des ricochets sur l'eau. J'étais la fille à laquelle on pense après coup, l'ombre de son éclat. Quand ils ont vidé mon fonds pour les études universitaires afin de financer ses rêves d'Everstone, me disant que l'université d'État était bien suffisante, quelque chose s'est cristallisé en moi, pas de la rage, pas du chagrin, mais une résolution, dure et inflexible comme le diamant. Ils pensaient que mon silence signifiait que j'acceptais. Ils n'ont jamais compris que certaines tempêtes se forment lentement, accumulant leur force dans le calme avant de changer le paysage pour toujours. Je m'appelle Eloi Verly, et voici comment j'ai appris qu'être ignoré peut devenir votre plus grande force. Juste avant que nous reprenions, j'adorerais savoir d'où vous nous regardez aujourd'hui, et si vous appréciez ces histoires, assurez-vous d'être abonné. Je n'ai jamais pensé que mon enfance était injuste jusqu'à mes 13 ans. C'est l'année où tout a changé, l'année où j'ai réalisé que je vivais dans l'ombre de ma sœur. Je m'appelle Eloi Verly, et d'aussi loin que je me souvienne, ma sœur a été le soleil autour duquel notre famille gravitait. Moi, j'étais juste là, une planète lointaine, froide et ignorée. C'est à mon 13e anniversaire que je l'ai remarqué pour la première fois. Maman avait préparé mon gâteau au chocolat préféré, la seule chose dont elle se souvenait que j'aimais, mais la conversation au dîner a rapidement dérivé vers le prochain récital de violon de Rian. Papa rayonnait de fierté pendant qu'elle expliquait comment son professeur pensait qu'elle pourrait se qualifier pour un prestigieux orchestre de jeunes l'année prochaine. « C'est ma fille », a-t-il dit en lui serrant l'épaule. « Harvard va se battre pour t'avoir. » Je me souviens avoir baissé les yeux sur mon gâteau à moitié mangé, les bougies éteintes depuis longtemps, me demandant si quelqu'un remarquerait si je disparaissais tout simplement. C'est le premier soir où j'ai commencé à écrire dans mon journal, vraiment écrire, pas seulement lister ce qui s'était passé dans la journée. J'ai écrit sur ce que cela faisait d'être invisible dans sa propre maison, à son propre dîner d'anniversaire. Les mots se déversaient de moi, remplissant page après page de choses que je ne pourrais jamais dire à voix haute. Quand le lycée a commencé, le fossé n'a fait que se creuser. Rian était tout ce que mes parents voulaient, ambitieuse, extravertie et entièrement concentrée sur son avenir. Les murs de sa chambre étaient tapissés de fanions de l'Ivy League. Elle pratiquait le violon pendant des heures chaque jour, maintenait des notes parfaites et parvenait quand même à mener l'équipe de débat aux championnats nationaux. Pendant ce temps, moi, je suis tombée amoureuse de la littérature et de l'histoire. Je trouvais du réconfort dans les histoires de personnes qui avaient changé le monde discrètement, par les mots et les idées plutôt que par la fanfare. Ma professeure d'anglais, Madame Laurence, a été la première personne à vraiment remarquer mon potentiel. Elle, m'a-t-elle dit après un cours, tenant ma dissertation sur les femmes oubliées de la guerre de sécession, ceci est une analyse de niveau universitaire. Avez-vous pensé à poursuivre des études d'histoire ou de journalisme? J'ai hoché la tête, une petite flamme de fierté s'allumant dans ma poitrine. Ce soir-là, j'ai ramené mon bulletin de notes que des A pour la première fois et je l'ai posé sur le comptoir de la cuisine où maman préparait le dîner. C'est bien, chérie, a-t-elle dit, y jetant à peine un regard. Puis, comme une horloge, Rian a aussi eu son bulletin. Que des A+ encore, et son professeur de calcul a écrit une note spéciale sur ses aptitudes. J'ai repris mon bulletin, je l'ai plié soigneusement et je l'ai glissé dans mon journal. Une autre déception à documenter, un autre rappel que mon meilleur n'était jamais tout à fait assez. Notre maison dans le Vermont était d'une beauté qui faisait soupirer d'envie les visiteurs, une maison coloniale avec des volets blancs et un porche qui en faisait le tour, située au milieu de collines ondoyantes qui s'embrasaient de couleurs chaque automne. Mais à l'intérieur de ces murs parfaits, une ligne invisible était tracée dans chaque pièce. Les accomplissements de Rian étaient fièrement exposés, des trophées brillants dans le meuble du salon, des certificats encadrés dans le couloir, des coupures de journaux de ses victoires en débat aimantés au réfrigérateur. Mes réussites, la nouvelle publiée dans le magazine littéraire de l'école, le concours de dissertation d'histoire où j'étais arrivé deuxième, celle-là vivait dans ma chambre, épinglée sur un tableau de liège au-dessus de mon bureau, où seul moi pouvais les voir. Le premier véritable point de rupture est survenu pendant ma 3e année de lycée. Les discussions sur l'université avaient commencé sérieusement, et tout le monde parlait avec effervescence des candidatures, des dissertations et des visites de campus. Un soir après le dîner, j'ai pris mon courage à 2 mains pour demander à visiter Brindlewood College, qui avait un excellent programme d'histoire.
Brindlewood? Papa a froncé les sourcils, levant les yeux de son journal. Pourquoi voudrais-tu aller là-bas? Ils ont un très bon département de sciences humaines, ai-je expliqué, ma voix commençant déjà à se faire plus petite, et des bourses pour. Elle, m'a interrompu maman, son ton doux mais dédaigneux. Soyons réalistes. Tu iras simplement dans une université d'État, chérie. C'est plus pratique pour, eh bien, pour ta situation. Ma situation, ai-je répété. Maman et papa ont échangé un regard, le genre que les parents partagent quand ils essaient de décider quelle quantité de vérité servir à leur enfant. Nous économisons pour l'éducation de Ryan depuis sa naissance, a finalement dit papa. L'université d'Everstone a toujours été son rêve, et tu sais à quel point c'est compétitif. Les frais de scolarité sont considérables. Et mon fonds pour l'université, ai-je demandé, un sentiment de froid se propageant dans ma poitrine. Vous aviez dit que vous économisiez pour nous deux. Un autre regard entre eux. Maman a soupiré. Nous avons dû prendre des décisions difficiles, elle. Le potentiel de Ryan, eh bien, c'est une opportunité spéciale. Nous devions consolider nos ressources. Cette nuit-là, j'ai appris ce qu'ils entendaient par « consolider ». Ils avaient vidé mon fonds pour l'université, le peu qu'il y avait, pour compléter les frais de scolarité de Ryan à Everstone. Mon avenir avait été sacrifié pour le sien sans une seconde pensée. Ce qui était étrange, c'est que je n'ai pas pleuré. J'avais passé tellement de nuits avec des larmes trempant mon oreiller que je pensais que j'allais m'effondrer, mais au lieu de cela, je suis resté à fixer le plafond, quelque chose de dur et de résolu se formant dans ma poitrine. Ce n'était pas de la colère, exactement. C'était de la détermination. Le lendemain, je suis entré au LS Café, où je travaillais les week-ends, et j'ai demandé à ma patronne, Linda, si je pouvais prendre plus d'heures. Tu es sûre, elle, a-t-elle demandé, me regardant par-dessus ses lunettes de lecture. Et l'école? Je gérerai, ai-je dit, la regardant droit dans les yeux. Je dois économiser pour l'université. J'irai, d'une manière ou d'une autre. Linda a hoché lentement la tête, quelque chose comme du respect scintillant sur son visage. D'accord, alors. Je pourrais t'utiliser pour les services d'ouverture avant l'école et de fermeture les week-ends. Ce ne sera pas facile. Rien ne l'est jamais, ai-je répondu. Pendant que Ryan remplissait les candidatures pour Everstone et d'autres IV de secours, bien que tout le monde sût qu'elle était une candidate toute désignée, je me suis inscrite discrètement à Brindlewood College. Ce n'était pas prestigieux, mais il y avait un département d'histoire respecté et c'était assez proche pour que je puisse faire la navette et économiser sur le logement. La lettre d'acceptation est arrivée un mardi. Je l'ai tenue dans mes mains, traçant le logo en relief du bout des doigts, et j'ai ressenti une vague de fierté si intense qu'elle a failli me renverser. Je l'avais fait. Moi. Personne d'autre. Quand je l'ai dit à mes parents, ils ont hoché la tête vaguement, distraits par le dossier d'acceptation d'Everstone de Ryan qui était arrivé le même jour, épais de brochures glacées, d'informations sur les bourses et d'une note personnelle du doyen. C'est bien, elle, a dit maman, se retournant déjà vers Ryan. Maintenant, regardons à nouveau les options de logement. L'été est passé dans un flou de double service, de recherche de manuels et de planification de mon trajet, tandis que mes parents emmenaient Ryan faire des courses pour l'essentiel du dortoir, nouvelle literie, un mini-réfrigérateur, un ordinateur portable, des vêtements pour chaque saison. Moi, je parcourais les friperies pour trouver des vêtements professionnels et les librairies d'occasion pour les textes requis. Le jour où Ryan est parti pour Everstone, toute la famille l'a conduite sur le campus. Les bâtiments en pierre calcaire se dressaient majestueusement contre un ciel bleu clair, et des étudiants au sourire confiant se promenaient sur des pelouses manucurées. La chambre de Ryan avait de hautes fenêtres et des étagères intégrées. Sa colocataire, Madison, venait d'une famille ayant des liens avec l'université remontant à plusieurs générations. J'ai aidé à porter les cartons, souriant quand il le fallait, me tenant à l'écart pendant que maman arrangeait le bureau de Ryan juste comme il faut et que papa accrochait des guirlandes lumineuses autour de sa fenêtre. Quand ils l'ont serré dans leurs bras pour lui dire au revoir, il y a eu des larmes et des promesses de s'appeler tous les jours. Ce soir-là à la maison semblait plus vide que jamais, malgré ma présence continue. En quelques jours, les réseaux sociaux de Ryan ont été inondés de photos, souriantes dans la bibliothèque aux colonnes de marbre d'Everstone, posant avec de nouveaux amis lors d'événements sur le campus, étudiant dans des salles communes ensoleillées. Elle avait l'air radieuse, comme si elle avait enfin trouvé sa place. Mon premier jour à Brindlewood était un contraste saisissant. Je me suis conduite dans notre vieille Honda,
je me suis garé dans un parking bondé et j'ai marché un demi-kilomètre jusqu'à mon premier cours. Mon sac en toile, déchiré à une couture par le poids des manuels d'occasion, me cisaillait l'épaule. Le campus était modeste, les bâtiments pratiques plutôt qu'impressionnants. Mais quand je me suis assise dans mon premier séminaire d'histoire, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, la liberté. Ici, personne ne me connaissait comme la sœur de Rian. Personne n'avait d'attente basée sur ses accomplissements. J'étais juste elle, une étudiante avec des idées et une voix qui méritait d'être entendue. Au fil des semaines, j'ai arrêté de rentrer à la maison les week-ends. J'ai pris des services supplémentaires dans un café près du campus, j'ai étudié à la bibliothèque jusqu'à la fermeture, et j'ai lentement construit une vie qui m'appartenait entièrement. Mes parents appelaient rarement pour prendre de mes nouvelles, ils étaient trop occupés à suivre l'expérience universitaire de Rian, et j'ai découvert que je préférais que ce soit ainsi. Un soir, alors que je travaillais sur un devoir à la bibliothèque, entouré de livres et de la douce lueur des lampes de bureau, je me suis fait une promesse, un jour, ils verront. Ils me regarderont et me verront vraiment et ils regretteront tout. Pas parce que je veux leur faire du mal, mais parce que j'ai besoin qu'ils comprennent ce qu'ils ont manqué, qui ils ont manqué. Moi. 3 mois après le début de mon premier semestre à Brindlewood, j'ai rencontré Asa Williams dans les archives de la bibliothèque. Je faisais des recherches sur les contributions des femmes aux efforts de guerre pour un travail de fin de trimestre quand j'ai entendu quelqu'un se racler la gorge derrière moi. « Vous monopolisez toutes les bonnes sources primaires », a dit une voix, plus amusée qu'agacée. Je me suis retourné pour trouver un grand gaillard aux yeux bruns chaleureux et portant un sweatshirt délavé de l'université du Vermont. Ses bras étaient chargés de livres, et il regardait mes recherches tentaculaires avec un intérêt non dissimulé. Je ne savais pas qu'il y avait une limite, ai-je répondu, rassemblant mes notes sur la défensive. Il a souri, posant une pile de livres sur la table. Il n'y en a pas, mais cela fait 1 heure que je vous observe rassembler toutes les sources décentes sur les femmes en temps de guerre, et je commence à penser que nous travaillons sur le même sujet. J'ai haussé un sourcil. Les espionnes pendant la Première Guerre mondiale ? Les femmes officiers de renseignement et opératrices secrètes dans les 2 guerres mondiales, avec un accent sur celles dont les contributions ont été délibérément occultées des archives historiques, a-t-il répliqué, faisant glisser un carnet vers moi. J'ai jeté un œil à ces notes méticuleuses, impressionné malgré moi. Asa Williams, a-t-il dit en tendant la main. Majeur en histoire avec une mineure en sciences politiques. Elle Waverly, ai-je répondu en la serrant. Histoire et anglais. Ce jour-là a marqué le début d'une alliance inattendue. Nous avons commencé à nous rencontrer régulièrement, comparant nos recherches et remettant en question nos analyses respectives. Asa avait un esprit vif et un œil pour les détails historiques que d'autres négligeaient. Contrairement à la plupart des gens que j'avais connus, il ne comblait jamais les silences avec des paroles vides. Il écoutait vraiment, avant de répondre. Un après-midi, alors que nous nous penchions sur des documents déclassifiés concernant des femmes cryptanalystes, Asa a suggéré quelque chose qui allait tout changer. Nous devrions combiner nos recherches, a-t-il dit, tapotant son stylo contre son carnet. La soumettre à cette conférence d'histoire régionale dont le docteur a parlé. Architectes invisibles, les contributions secrètes des femmes aux opérations de renseignement modernes. Ils n'acceptent jamais les soumissions d'étudiants de premier cycle, ai-je fait remarquer. Ils n'ont jamais vu notre travail, a-t-il rétorqué avec une confiance tranquille. Quel est le pire qui puisse arriver? Qu'ils disent non. À mon grand étonnement, ils n'ont pas dit non. Notre proposition a été acceptée, et soudain, nous nous préparions à présenter à la conférence de la Société historique de la Nouvelle-Angleterre, les premiers étudiants de premier cycle en 5 ans à obtenir une place. La nuit où j'ai reçu l'email d'acceptation, mon téléphone a vibré avec une notification du groupe WhatsApp familial. Maman avait envoyé des photos de Rian à un gala de débat d'Everstone, l'air sophistiqué dans une robe de cocktail noire, entouré de pères bien habillés et de professeurs rayonnants. La légende disait, notre étoile, représentant Everstone à la réception du chancelier. Une rafale de réponses de félicitations de la part des proches a suivi. J'ai regardé mon téléphone, le pouce planant sur le clavier, me demandant ce qui se passerait si je partageais ma propre nouvelle. Au lieu de cela, j'ai mis le téléphone de côté et je suis retourné à la révision de notre article de conférence. La vie s'est installée dans un rythme exigeant, les matins pour les cours, les après-midi pour la recherche, les soirées à travailler au comptoir de près de la bibliothèque, et les nuits tardives pour les devoirs. Je vivais de nouilles ramen et de café, utilisant les ordinateurs publics pour économiser la batterie défaillante de mon ordinateur portable pour quand j'en avais vraiment besoin. Mais malgré l'épuisement,
mes notes sont restées excellentes. Asa et moi nous sommes rapprochés au fil des semaines. Il avait une façon de voir au-delà de la façade soignée que j'avais construite, au-delà de l'étudiante calme et compétente, jusqu'à la tempête qui couvait en dessous. « Tu n'es pas ce que les gens attendent, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé un soir alors que nous traversions le campus après avoir fermé la bibliothèque. « Tu es comme un orage qui se cache à la vue de tous. Toute cette puissance qui attend juste de se déchaîner. » C'était la première fois de ma vie que je me sentais vraiment vu. Pendant ce temps, la professeure Hollande, une historienne nominée au Pulitzer spécialisée dans les récits négligés, avait remarqué mon travail. Après un cours, elle m'a demandé de rester. « J'ai besoin d'une assistante de recherche pour mon nouveau projet de livre », a-t-elle dit sans préambule. « C'est payé, pas beaucoup, mais c'est quelque chose. J'ai vu votre écriture, mademoiselle Waverly. Vous avez l'œil pour le détail que cela requiert. » J'ai accepté sur le champ. La professeure Hollande est devenue plus qu'une employeuse, elle était une mentor qui me poussait à creuser plus profondément, à penser de manière plus critique et à trouver ma voix authentique. Elle ne faisait jamais de louanges effusives, mais ses petits hochements de tête approbateurs signifiaient plus que n'importe quel applaudissement. Thanksgiving est arrivé, et je suis rentré à contre-cœur à la maison pour le long week-end. Rian était déjà là, tenant le haut du pavé dans le salon avec des récits des illustres professeurs d'Everstone et des relations importantes qu'elle nouait. Le professeur Harrington dit que j'ai une réelle chance pour la bourse Beckman l'année prochaine, a-t-elle annoncé pendant le dîner. Seuls 3 étudiants sont sélectionnés. C'est incroyable, chérie, a rayonné maman, remplissant le verre de vin de Rian. Tu as toujours été destiné à de grandes choses. Papa a hoché la tête en signe d'accord. C'est ma fille, qui nous rend fiers chaque jour. Plus tard, alors que j'aidais à débarrasser, je l'ai entendu parler à mon oncle dans le salon. Elle ? Je veux dire, elle s'en sort bien, non ? Mais Rian est en train de changer le monde. Sa voix avait ce ton familier et dédaigneux, comme si mon existence était une pensée après coup. Tu sais comment c'est. Certains enfants ont juste ce quelque chose de spécial. Je suis resté dans la cuisine, les assiettes empilées dans mes mains, quelque chose de froid et de dur s'installant dans ma poitrine. Cette nuit-là, j'ai lancé un blog. Je l'ai appelé « Non écrite, les femmes que l'histoire a oubliées » et je l'ai publié anonymement. J'y partageais les histoires de femmes dont les contributions avaient été effacées ou minimisées, cryptanalystes, espionnes, scientifiques, révolutionnaires et écrivant avec toute la passion et la perspicacité que j'avais gardée en bouteille pendant des années. À mon grand choc, le blog a rapidement gagné en popularité. Des professeurs d'histoire ont commencé à le partager, puis des publications féministes. En 2 mois, j'avais des milliers d'abonnés et des commentaires de lecteurs du monde entier qui trouvaient ces histoires oubliées aussi fascinantes que moi. Pourtant, je n'ai rien dit à personne, ni à mes parents, ni à Rian, ni même à la professeure Hollande. La seule personne qui savait était Asa, qui m'avait surprise en train de travailler sur un article tard un soir à la bibliothèque. « Pourquoi te caches-tu derrière un pseudonyme » a-t-il demandé après avoir lu mon dernier article. « C'est brillant, elle. Tu devrais le revendiquer. » J'ai secoué la tête. Je ne suis pas prête. Pourquoi? La reconnaissance? Le succès? Pour la déception, ai-je admis. Et si je fais enfin quelque chose de remarquable et qu'il s'en fiche toujours? Il n'avait pas de réponse à cela. En janvier, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un éditeur du magazine, Historical Perspective, a envoyé un email à l'adresse de contact du blog. Votre article sur les cryptanalystes féminines pendant la guerre froide était exceptionnel. Nous aimerions vous commander un article plus long pour notre numéro de printemps. Ce serait une opportunité rémunérée. J'ai fixé l'email si longtemps que l'écran est devenu noir. Une publication majeure voulait mon travail. Moi. Elle Waverly, pas Rian. Pour la première fois, j'ai envisagé de publier sous mon vrai nom. Cette même semaine, des rumeurs ont commencé à circuler sur Rian. Un autre étudiant d'Everstone l'avait accusé de tricherie lors d'une importante compétition de débat, affirmant qu'elle avait utilisé des documents préparés alors que les réponses devaient être spontanées. Rien n'a été prouvé, mais son professeur de débat avait commencé à prendre ses distances, et la nomination pour la bourse était soudainement en cours d'examen. Maman m'a appelé en panique un soir, ce qu'elle faisait rarement. « Ta sœur traverse une mauvaise passe », a-t-elle dit, sa voix tendue d'inquiétude. Des étudiants jaloux essaient de ruiner sa réputation. C'est de la politique, tout est politique.
J'ai fait des bruits de sympathie appropriés tout en finissant un plan pour mon article de magazine. Elle a toujours été la cible de la jalousie, a continué maman. Quand on est exceptionnel, les gens veulent vous démolir. Je ne saurais pas, ai-je dit avant de pouvoir me retenir. Il y a eu une longue pause au bout du fil. Qu'est-ce que ça veut dire, elle? Rien, ai-je fait marche arrière. J'espère que ça s'arrangera pour elle. Mais les fissures dans la façade parfaite de Rian commençaient à apparaître. Quand les vacances de printemps sont arrivées, je suis rentré à contre-cœur, redoutant les inévitables conversations centrées sur Rian. Mais la sœur qui m'a accueilli à la porte n'était pas l'étudiante d'Everstone confiante et impeccable que je me rappelais de Thanksgiving. Rian avait l'air épuisé. Ses cheveux habituellement parfaits étaient tirés en une queue de cheval désordonnée, et il y avait quelque chose de cassant dans son sourire. Ses yeux étaient cernés de rouge et lourds, comme si elle n'avait pas dormi. Maman et papa ne l'ont pas remarqué ou ont fait semblant de ne pas le faire. Au dîner, ils l'ont pressé de questions sur ses cours et la situation de l'équipe de débat, ce qu'elle a esquivé avec des phrases toutes faites, c'est en cours de traitement, et, le professeur Harrington dit de ne pas s'inquiéter. Je l'ai regardé pousser la nourriture dans son assiette, reconnaissant les signes de quelqu'un qui tenait à peine le coup. Malgré tout, une lueur d'inquiétude s'est agitée dans ma poitrine. Nous avions peut-être grandi de part et d'autre de l'attention de nos parents, mais elle était toujours ma sœur. Plus tard dans la nuit, elle m'a coincé dans la cuisine alors que je préparais du thé. Pendant un moment, elle s'est juste appuyée contre le comptoir, me regardant. « Comment tu fais » a-t-elle finalement demandé, sa voix si basse que j'ai failli ne pas l'entendre. « Faire quoi » ? Avoir l'air bien en étant invisible. Les mots n'étaient pas cruels, ils étaient sincèrement curieux, peut-être même un peu envieux. J'ai remué du miel dans mon thé, réfléchissant à sa question. Peut-être que je ne suis pas invisible, ai-je dit finalement. Juste discrète. Elle m'a regardé alors, m'a vraiment regardé, peut-être pour la première fois depuis des années. Je ne suis pas sûr de savoir comment être discrète, a-t-elle admis. On m'a toujours dit d'être plus bruyante, de viser plus haut, de briller plus fort. Et maintenant? Elle a détourné le regard. Maintenant, je ne suis pas sûr de qui je suis quand je ne gagne pas. La conversation a été interrompue par maman qui appelait Rian pour discuter des options de stage d'été, mais quelque chose avait changé entre nous, une fissure dans l'armure, un aperçu derrière le rideau. Quand je suis retourné à Brindlewood, je me suis replongé dans mes recherches avec une vigueur renouvelée. La professeure Holland m'avait mis en contact avec les éditeurs du Smithsonian Review, et ils étaient intéressés par mon article sur les cryptanalystes féminines pendant la guerre froide. L'article sur lequel je travaillais depuis des mois recherchant méticuleusement, rédigeant et révisant était enfin prêt à être soumis. Le jour où je l'ai envoyé, la professeure Holland m'a tendu une petite enveloppe. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite sur son papier à lettres personnelles. Elle, vous avez trouvé votre voie. Il est maintenant temps que les autres l'entendent. Vous êtes prête. Monsieur Holland. J'ai glissé la note dans mon journal, un talisman de validation de la part de quelqu'un dont l'opinion comptait vraiment pour moi. Pendant ce temps, Asa et moi avons reçu une invitation à présenter nos recherches à la conférence de la Société historique nationale à Chicago, un lieu bien plus prestigieux que la conférence régionale que nous visions initialement. C'était une opportunité formidable, mais les frais d'inscription et de voyage étaient décourageants. On trouvera une solution, a insisté Asa, déjà en train de chercher des hébergements économiques. C'est trop important pour le manquer. La semaine avant le voyage à Chicago, il m'a surprise avec un cadeau, un blazer bleu marine d'une friperie, parfaitement ajusté à ma taille. Tenue d'historienne professionnelle, a-t-il dit avec un grand sourire, le tenant pour que je l'essaie. Alors que je l'enfilais, il a reculé et a hoché la tête avec approbation. Ta place est là-bas, elle. N'en doute jamais. Le blazer m'allait comme s'il avait été fait pour moi, et pendant un instant, je me suis permis d'imaginer me tenir à ce podium à Chicago, présentant notre travail à une salle remplie d'historiens respectés, non plus invisibles, non plus ignorés. Environ un mois avant la fin du semestre, j'ai reçu un appel de ma tante, Lisa, la sœur de ma mère et la seule parente qui prenait de mes nouvelles de temps en temps. Je voulais juste voir comment tu allais, ma chérie, a-t-elle dit. Ta mère a mentionné que tu es toujours à Brindlewood. C'est exact, ai-je confirmé, sans prendre la peine de souligner que ma mère l'avait fait sonner comme si je tenais à peine le coup plutôt que de m'épanouir. Eh bien, je voulais que tu saches que je suis ce blog que tu écris, celui sur les femmes oubliées de l'histoire. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Quoi? Oh, elle,
a-t-elle ri doucement. Tu pensais que je ne reconnaîtrais pas ton style d'écriture? Tu m'envoyais tes dissertations au lycée, tu te souviens? En plus, tu utilises la même adresse email. La chaleur m'est montée au visage. Je n'ai rien dit à personne dans la famille. Je sais, a-t-elle dit, sa voix s'adoucissant. Mais tu devrais savoir qu'il est maintenant cité dans des cours universitaires. Ma collègue à l'université de Boston le donne à lire à ses étudiantes en études féministes. Fierté et anxiété se battaient dans ma poitrine. S'il te plaît, ne le dis pas à maman et papa. Ce n'est pas à moi de partager cette nouvelle, m'a-t-elle assuré. Mais, elle, ne cache pas ta lumière pour toujours. Ce que tu fais est important. Après avoir raccroché, je suis resté assis sur mon lit pendant un long moment, à fixer le mur. Des gens lisaient mon travail, appréciaient ma perspective. La pensée était à la fois exaltante et terrifiante. Le week-end suivant, Rian s'est présentée à mon appartement sans prévenir. Elle avait l'air pire que pendant les vacances de printemps, plus mince, plus fragile en quelque sorte. « Je peux rester ici quelques jours ?» a-t-elle demandé, serrant un sac de voyage. J'ai dit à maman et papa que je devais étudier avec une amie près de Brindlewood. Je l'ai laissée entrer, curieuse et méfiante. Nous n'avions jamais été proches, et cette apparition soudaine semblait significative. Elle a arpenté mon petit appartement, observant les piles de livres, les meubles usés, le tableau d'affichage couvert de notes de recherche et d'informations sur les conférences. Ses yeux se sont posés sur une impression de la page d'accueil de mon blog épinglée au mur. Qu'est-ce que c'est? Juste un projet, ai-je dit, me déplaçant pour lui bloquer la vue, mais elle était déjà en train de lire, son expression passant de la curiosité à quelque chose de plus difficile à définir. Tu écris sur des femmes mortes et tu reçois des applaudissements. Mignon. Sa voix était tranchante d'une émotion que je ne pouvais pas tout à fait identifier à la peur, peut-être, ou l'envie. Ce n'était pas juste des femmes mortes, ai-je répondu calmement. C'étaient des esprits brillants dont les contributions ont été effacées à cause de leur genre. Elles méritent qu'on se souvienne d'elles. Et tu t'es autoproclamée leur championne, a-t-elle raillé, mais il y avait de l'incertitude sous sa moquerie. Quelqu'un doit l'être, ai-je dit simplement. Plus tard dans la nuit, après avoir mangé des plats à emporter dans un silence gêné, elle m'a finalement dit la vérité. Everstone l'avait mise en probation académique. Les accusations de plagiat s'étaient étendues au-delà de l'équipe de débat, un professeur avait signalé des similitudes entre son travail de fin de trimestre et des articles publiés. Ils disent que si ça se reproduit, je serai renvoyé, a-t-elle murmuré, fixant ses mains. Maman et papa ne le savent pas encore. Je ne peux pas leur dire. Pourquoi pas, ai-je demandé, sincèrement curieuse. Ils te soutiendraient quoi qu'il arrive. Elle a ri amèrement. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Ils ne m'aiment pas, moi. Ils aiment ce que j'accomplis. Si j'échoue? Elle s'est interrompue, la peur non dite flottant entre nous. Je voulais la contredire, défendre nos parents, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. N'était-ce pas exactement ce que j'avais ressenti toutes ces années? Que leur amour était conditionnel, basé sur les accomplissements plutôt que sur le simple fait d'exister? Que vas-tu faire, ai-je demandé à la place. Me battre, a-t-elle dit, mais sa voix manquait de conviction. Je me suis toujours battu. Je ne connais pas d'autre façon d'être. Alors qu'elle s'installait sur mon canapé pour la nuit, j'ai réalisé quelque chose de troublant. Malgré tous les avantages que Rian avait eus, tout le soutien et les opportunités, elle était aussi piégée que je l'avais été, juste dans un autre type de cage. Ma relation avec Asa s'était approfondie au cours du semestre, évoluant de partenaire de recherche à quelque chose de plus intime. Il me faisait rire, remettait en question ma pensée, et voyait de la force en moi quand je ne voyais que des blessures. Mais même si nous nous rapprochions, je continuais à créer de la distance. Tu recommences, a-t-il dit un soir alors que nous étions assis sur les marches devant la bibliothèque, à regarder les étoiles apparaître dans le ciel de printemps. Recommencer quoi? À te replier. Chaque fois que nous nous rapprochons, tu te retires. Il a pris ma main, son pouce traçant des cercles sur ma paume. Parle-moi, elle. J'ai fixé nos doigts entrelacés, sentant la panique familière monter. Et si ce n'était pas réel, ai-je finalement murmuré. Et si je réussis enfin, si je crée enfin quelque chose de significatif, et qu'il s'en fiche toujours? Et si personne ne s'en soucie? Moi, je m'en soucie, a-t-il dit simplement. La professeure Hollande s'en soucie.
Les milliers de personnes qui lisent ton blog sans souci. Et un jour, ta famille s'en souciera peut-être aussi. Mais même s'ils ne le font pas, est-ce que ça rend ton travail moins précieux? Est-ce que ça te rend moins extraordinaire? Avant que je puisse répondre, mon téléphone a sonné. C'était ma mère, sa voix tendue de panique. Elle, as-tu eu des nouvelles de ta sœur? Elle ne répond pas à son téléphone, et nous venons de recevoir une lettre d'Everstone. Le lendemain matin a apporté la nouvelle qui a brisé l'illusion soigneusement construite de notre famille. L'université d'Everstone avait renvoyé Rian pour malhonnêteté académique. Plusieurs cas de plagiat avaient été documentés, malgré les avertissements et l'approbation. Mes parents étaient dévastés. Papa a immédiatement contacté des avocats, convaincu que sa fille en or avait été accusée à tort. Maman a passé des heures au téléphone avec les administrateurs de l'université, alternant entre les supplications et les menaces. Ils ont hypothéqué une partie de la maison pour payer la représentation légale, déterminés à contester la décision. Pendant tout ce temps, Rian est resté avec moi, recroquevillé sur mon canapé dans un état de choc engourdi. Elle ne s'est pas battue, ne s'est pas défendue. Elle s'est juste arrêtée. L'as-tu fait, lui ai-je finalement demandé directement, tard un soir où aucune de nous ne pouvait dormir. Elle a fixé le plafond pendant un long moment avant de répondre. Pas au début, a-t-elle dit doucement. Mais ensuite, oui. Quand les choses sont devenues difficiles, quand je n'arrivais plus à suivre tout ce que tout le monde attendait de moi, j'ai pris des raccourcis. Et une fois que tu commences, c'est difficile d'arrêter. J'ai hoché la tête, sans juger, juste en écoutant. Tu sais ce qui est drôle, a-t-elle continué, sa voix creuse. J'étais si jalouse de toi. Tu as construit ta propre vie selon tes propres termes. Aucune attente de personne pour t'écraser. Aucun rêve à réaliser sauf les tiens. L'ironie ne m'a pas échappé. Toutes ces années, je l'avais enviée l'attention, les opportunités, le soutien et elle avait envié ma liberté. Pendant que ma famille se débattait avec la chute de Rian, j'ai reçu une lettre du comité académique de Brindlewood. J'avais été nominé major de promotion de l'année, un honneur que je n'avais jamais attendu et que je n'arrivais pas tout à fait à croire. J'ai gardé la nouvelle pour moi, rangeant la lettre avec la note de la professeure Hollande, un accomplissement de plus caché, une réussite de plus dans l'ombre. Mais à l'approche de la remise des diplômes, je me suis retrouvé à un carrefour, continuer comme je l'avais toujours fait, discrète, ignorée, mais stable, ou enfin entrer dans la lumière, revendiquer ma voix, et laisser le monde voir qui était vraiment Eloi Verly. Le choix, pour une fois, était entièrement le mien. Les semaines précédant la remise des diplômes donnaient l'impression d'être au bord d'une falaise. Derrière moi se trouvait le chemin sûr et familier de l'invisibilité, devant s'étendait une chute libre terrifiante et exaltante vers l'inconnu, vers le fait d'être vu. Rian était rentrée chez elle après que son renvoi soit devenu officiel. Les avocats que mes parents avaient engagés n'ont pas pu annuler la décision d'Everstone, malgré la petite fortune qu'ils ont dépensée à essayer. Notre groupe WhatsApp familial, autrefois rempli de ses triomphes, était tombé dans un silence sinistre. 3 jours avant ma cérémonie de remise des diplômes, maman a finalement appelé. Elle, nous devons discuter de ce week-end, a-t-elle dit, sa voix fatiguée et mince. Nous assistons à la cérémonie privée de Rian samedi matin. J'ai froncé les sourcils, confuse. Cérémonie privée? Everstone a accepté de la laisser participer à une petite cérémonie séparée pour les étudiants aux circonstances spéciales. L'euphémisme flottait maladroitement entre nous. Ce ne sera pas la même chose que la cérémonie principale, bien sûr, mais au moins elle aura quelque chose. Bien sûr qu'il trouverait un moyen de faire en sorte que la remise des diplômes de Rian ait lieu, ai-je pensé. Ils déplaceraient des montagnes pour préserver le récit qu'ils avaient construit autour d'elle, même maintenant. J'ai ma propre remise des diplômes samedi, lui ai-je rappelé. À Brindlewood. Je défile à 14 heures. Il y a eu une pause, suivie d'un soupir. Elle, tu comprends à quel point c'est difficile pour ta sœur, n'est-ce pas? Cette cérémonie privée est tout ce qu'il lui reste. La piqûre familière d'être une pensée après coup a fleuri dans ma poitrine, mais cette fois-ci, elle était accompagnée de quelque chose de nouveau, une résolution calme et stable. Je comprends parfaitement, ai-je dit, ma voix égale. Vous devriez être là pour Rian. Je m'en sortirai très bien toute seule. Après avoir raccroché, je me suis assise à mon bureau, fixant la lettre de notification de major de promotion que j'avais gardée cachée.
À côté se trouvait une autre enveloppe arrivée la veille, une invitation à recevoir le prix Margaret Wilson pour la recherche historique exceptionnelle de premier cycle lors de la cérémonie, une reconnaissance nationale pour mon travail, sélectionné parmi des soumissions de tout le pays. J'ai tracé les lettres en relief du bout du doigt, me demandant si mes parents seraient fiers s'ils le savaient, me demandant si cela aurait de l'importance. Le son de quelqu'un qui frappe à la porte m'a tiré de mes pensées. Asa se tenait à ma porte, son expression inhabituellement sérieuse. « Je viens de croiser la professeure Hollande », a-t-il dit en entrant. Elle m'a parlé du prix. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Je suis encore en train de l'assimiler moi-même, ai-je admis. De plus, ma famille ne vient même pas à la remise des diplômes, alors tout ça semble un peu. Ne dis pas inutile, m'a-t-il interrompu, ses yeux brillants. Ne diminue pas ça, elle. Ni pour eux, ni pour personne. Il a posé un dossier sur mon bureau. J'ai réfléchi à ton discours de major de promotion. Je n'ai pas encore décidé si je vais utiliser mon vrai nom pour ça, ai-je dit doucement. Le blog, la recherche, tout a été anonyme ou académique. Une fois que je serai sur cette scène, ce sera moi. Et après ? Et après, a-t-il défié. Le monde saura quelle Waverly est brillante. Ça a l'air terrible. Malgré moi, j'ai souri. Tu sais ce que je veux dire. Et si je sors de l'ombre et que personne ne s'en soucie ? Et si je me mets enfin en avant et que je suis toujours invisible ? Asa s'est assis sur le bord de mon lit, me regardant avec cette concentration intense que j'avais appris à chérir. Tu as un choix à faire, a-t-il dit simplement. Parler à la remise des diplômes sous ton vrai nom, revendiquer chaque parcelle de reconnaissance que tu as méritée, ou rester dans l'ombre. Mais, il s'est penché en avant, je ne pense pas que tu aies peur que personne ne te voie. Je pense que tu as peur que tout le monde te voie. Ces mots m'ont suivi toute la soirée. Après son départ, je me suis retrouvé à sortir des boîtes de sous mon lit, des journaux datant de mon adolescence, remplis de pensées et d'observations que je n'avais jamais partagées. Les feuilleter, c'était comme regarder ma propre évolution, d'une enfant blessée désespérée d'approbation à une jeune femme trouvant sa propre voie. Une entrée en particulier a attiré mon attention, écrite quand j'avais 13 ans, juste après avoir réalisé ma place dans la hiérarchie familiale, un jour, j'aurai de l'importance aussi. Pas parce qu'ils décident que j'en ai, mais parce que je décide que j'en ai. Je les forcerai à me voir, même s'ils ne le veulent pas, j'ai passé mes doigts sur l'écriture enfantine, quelque chose se cristallisant dans ma poitrine. Cette nuit-là, je me suis assise à mon ordinateur et j'ai commencé à écrire la pièce la plus importante que j'ai jamais créée, mon discours de major de promotion. Le matin de la remise des diplômes s'est levé, clair et lumineux, le genre de journée de printemps parfaite qui semblait être un cadeau. Je me suis habillé avec soin d'une simple robe bleu marine qui complétait le blazer de friperie qu'Asa m'avait donné, professionnelle, soignée, présente. Quand mon téléphone a vibré avec un texto de Rian, j'ai failli l'ignorer, supposant que c'était quelque chose à propos de sa cérémonie spéciale. Mais le message m'a surprise, je zappe la cérémonie de pitié. Je viens à la tienne à la place. Ne le dis pas à maman et papa. J'ai fixé l'écran, un mélange complexe d'émotions m'envahissant. Avant que je puisse répondre, un autre texto est arrivé, je veux voir ma sœur briller, pour une fois. J'ai tapé une réponse simple, rangée du fond, côté gauche. 13h30. Le campus était transformé pour l'occasion. Des chaises étaient alignées sur la pelouse principale, une scène érigée sous d'anciens chênes. Le corps professoral en toges académiques colorées se promenait, discutant avec des diplômés excités et des familles fières. Je me suis enregistré à la table d'inscription, acceptant mes cordons d'honneur avec des mains qui tremblaient légèrement. Waverly. Vous voilà. La professeure Hollande s'est approchée, resplendissante dans sa toge de doctorat. Votre discours, prêt ? J'ai hoché la tête, tapotant la poche de mon blazer où reposaient les pages soigneusement pliées. Je crois bien. Elle a étudié mon visage un instant. Nerveuse ? Terrifiée, ai-je admis. Bien, a-t-elle souri, un sourire rare et plein qui transformait ses traits habituellement sévères. Les choses qui nous terrifient sont généralement celles qui valent le plus la peine d'être faites. À 13h45, j'ai aperçu mes parents se glissant sur des sièges près du fond, leurs expressions un mélange d'obligation et de légère impatience. Ma mère a vérifié sa montre 2 fois en l'espace d'1 minute. Mon père faisait défiler son téléphone, levant à peine les yeux sur la foule qui se rassemblait. Il ne m'avait même pas dit qu'il viendrait. Quelque part derrière eux,
j'ai entrevu Rian, des lunettes de soleil cachant ses yeux, assis seul. Finissons en, ai-je entendu ma mère murmurer à mon père alors que je passais devant eux pour rejoindre le corps professoral et les étudiants honorés sur le côté de la scène. Une froideur familière s'est répandue dans ma poitrine, mais cette fois je l'ai accueillie. C'était la confirmation finale dont j'avais besoin. La cérémonie a commencé par une procession traditionnelle, suivie des remarques du président de l'université et de la remise des diplômes honorifiques. Pendant tout ce temps, j'étais assise le dos droit sur la scène, mon discours me brûlant la poche, mon cœur martelant contre mes côtes. Finalement, le doyen s'est approché du podium. C'est maintenant mon grand plaisir de vous présenter la majeure de promotion de cette année, une étudiante dont l'excellence académique, la recherche originale et les contributions à l'érudition historique l'ont distingué comme l'un des meilleurs esprits à être diplômé de Brindlewood College. Il a fait une pause, regardant l'auditoire. Veuillez accueillir Eloi Verly. Le son de mon nom résonnant à travers la pelouse m'a traversé comme une décharge électrique. Je me suis levé sur des jambes qui semblaient étrangement stables, j'ai traversé jusqu'au podium et j'ai regardé la mer de visage. Près du fond, j'ai vu mes parents, leurs expressions passant d'une attention polie à la surprise en réalisant ce qui se passait. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai déplié mon discours et j'ai commencé. Ceci est pour chaque fille à qui l'on a dit qu'elle ne valait pas la peine qu'on investisse en elle. Les mots ont retenti, clairs et forts, faisant taire les murmures qui avaient parcouru la foule. Je pouvais sentir le public se pencher, captivé par cette ouverture inattendue. Il y a 4 ans, je me suis inscrite à Brindlewood avec rien d'autre que de la détermination et une poignée de bourses. Mon fonds pour l'université avait été vidé pour payer l'école de rêve de quelqu'un d'autre. Mes ambitions étaient rejetées comme irréalistes. Mon potentiel était jugé moins précieux que celui d'un autre. J'ai regardé directement mes parents maintenant, leur visage figé par le choc. Vous m'avez appelé invisible, mais l'invisibilité n'est que du potentiel non remarqué. Je n'ai jamais été moins, j'étais juste non vu. L'auditorium était devenu complètement silencieux. On aurait pu entendre une mouche voler dans le silence entre mes mots. Tout en travaillant en double service pour payer mes frais de scolarité, j'ai fondé un blog d'histoire qui a maintenant des lecteurs dans 47 pays. Tout en utilisant les ordinateurs de la bibliothèque parce que je ne pouvais pas me permettre le mien, j'ai publié des recherches dans des revues nationales. Tout en m'entendant dire que je n'étais pas assez spécial pour mériter un investissement, je suis devenu la personne qui se tient devant vous aujourd'hui. Du coin de l'œil, je pouvais voir Asa regarder depuis le côté de la scène, des larmes coulant sans honte sur son visage. La professeure Hollande était assise à proximité, hochant la tête avec une fierté féroce. Je ne partage pas cela pour étaler des griefs familiaux, ai-je continué, ma voix s'adoucissant. Je le partage parce que je sais que je ne suis pas seul. Tant d'entre nous traversent la vie en s'entendant dire que nous ne sommes pas assez intelligents, pas assez connectés, pas assez spéciaux pour mériter les mêmes opportunités que les autres. J'ai tourné une page, ma main stable maintenant. Mais voici ce que j'ai appris, personne d'autre ne peut décider de votre valeur. Personne d'autre ne peut déterminer votre potentiel. Le monde essaiera de vous mettre dans une boîte, de vous étiqueter comme étant moins qu'eux. Votre travail, votre seul travail, est de leur prouver qu'ils ont tort. Pas pour leur validation, mais pour votre propre vérité. J'ai parlé des femmes sur lesquelles j'avais fait des recherches, des esprits brillants dont les contributions avaient été effacées de l'histoire. J'ai parlé de trouver des mentors qui croyaient en moi quand ma propre famille ne le faisait pas. J'ai parlé du pouvoir discret du travail persistant et de la croyance inébranlable en soi. Alors que j'approchais de la fin de mon discours, j'ai levé les yeux de mes notes et j'ai parlé directement avec mon cœur. Aujourd'hui, en quittant Brindlewood, nous emportons avec nous non seulement des diplômes, mais la connaissance que nous sommes les auteurs de nos propres histoires. Nous décidons qui nous devenons. Nous déterminons notre propre valeur. J'ai fait une pause, regardant la foule une dernière fois. Alors à tous ceux qui ont déjà été ignorés, sous-estimés ou mis de côté, votre heure viendra. Votre voix compte. Votre potentiel est illimité. Et quand vous entrerez enfin dans la lumière, comme je le fais aujourd'hui, le monde n'aura d'autre choix que de vous voir. Merci. Pendant un instant, il y a eu un silence absolu. Puis, de quelque part au milieu du public, une seule personne s'est levée et a commencé à applaudir. Puis une autre, jusqu'à ce que toute l'assemblée soit debout, les applaudissements tonnant à travers la pelouse comme une vague déferlante. Une ovation debout. Je suis resté au podium, le cœur battant, ma vision se brouillant de larmes non versées. Je l'avais fait.
Après toutes ces années de silence, d'être ignoré et mise de côté, j'avais enfin été entendu. Les applaudissements semblaient s'étirer à l'infini. Les membres du corps professoral hochaient la tête avec approbation, les étudiants sifflaient et acclamaient, et les parents tamponnaient leurs yeux avec des mouchoirs. Je suis resté au podium, momentanément figé par la réponse écrasante. Au milieu de tout cela, j'ai cherché les visages de mes parents. Papa était assis de manière rigide sur sa chaise, son expression illisible. Maman serrait son sac à main avec des doigts blanchis, ses yeux écarquillés par quelque chose entre le choc et une compréhension naissante. Aucun des deux ne s'est levé. Aucun des deux n'a applaudi. Derrière eux, Rian avait enlevé ses lunettes de soleil. Elle était debout, des larmes coulant sur son visage, murmurant 2 mots encore et encore, « Je suis désolé ». Alors que je m'éloignais enfin du podium, le doyen m'a étreinte, une rupture dans le protocole de la cérémonie qui n'a fait qu'accentuer l'intensité émotionnelle du moment. La professeure Hollande a suivi, pressant mes mains entre les siennes et murmurant, parfaitement exécuté, avant de me guider vers mon siège. Le reste de la cérémonie s'est déroulé dans un flou. Quand ils m'ont rappelé sur scène pour recevoir le prix Margaret Wilson, les applaudissements ont repris, ponctués par les cris et les acclamations de mes camarades étudiants. J'ai accepté la plaque gravée avec des mains qui ne tremblaient plus, souriant à la foule avec une confiance que je n'avais jamais ressentie auparavant. Après la bénédiction finale, la pelouse a éclaté en chaos alors que les familles cherchaient leurs diplômés dans la mer de toques et de toches identiques. Je me tenais à l'écart de la foule, regardant les étudiants étreindre leurs parents, poser pour des photos et célébrer leurs accomplissements. Une main a touché mon épaule. Je me suis retourné pour trouver la professeure Hollande et le doyen, accompagné d'un homme que je ne reconnaissais pas, Mademoiselle Waverly, a commencé le doyen, voici Marcus Reynolds de Horizon Documentary. Il était ici pour filmer notre récipiendaire du diplôme honorifique mais a été plutôt impressionné par votre discours. Reynolds a tendu la main. C'était extraordinaire, a-t-il dit, sa voix chaleureuse d'admiration sincère. J'aimerais vous parler d'un projet que nous développons sur les femmes oubliées de l'histoire. Voici ma carte. Appelez-moi la semaine prochaine. J'ai accepté la carte, me sentant légèrement étourdi. La professeure Hollande m'a serré le bras. Qu'est-ce que je vous avais dit? Prête. Alors qu'il s'éloignait, d'autres personnes se sont approchées, des camarades de classe que je connaissais à peine, des professeurs de départements autres que le mien, et même des parents d'autres étudiants qui avaient été émus par mes paroles. Chaque conversation était un tourbillon de félicitations, de questions sur mon blog et d'éloges pour mon courage. Vous avez donné une voix à ce que tant de gens ressentent, m'a dit une mère, me serrant la main fermement. Ma fille a toujours vécu dans l'ombre de son frère. Je vais faire mieux après vous avoir entendu aujourd'hui. Pendant tout ce temps, je n'arrêtais pas de jeter un œil vers l'endroit où mes parents étaient assis, mais ils étaient partis. Ils n'avaient pas attendu pour me féliciter, pour rencontrer mes professeurs, pour prendre des photos comme les autres familles. Ils étaient simplement partis. Un vide familier s'est ouvert dans ma poitrine, mais il a été rapidement comblé par une nouvelle voix. Rian s'est frayé un chemin à travers la foule, ses lunettes de soleil de créateur pendant maintenant au col de son chemisier en soie. De près, elle paraissait à la fois plus jeune et plus âgée que dans mon souvenir, son visage dépouillé de son maquillage habituellement parfait, ses yeux cernés de rouge mais plus clairs en quelque sorte. Rian, je n'étais pas sûr de quoi dire d'autre. Elle a hésité, puis s'est avancée et m'a enlacé dans une étreinte maladroite. Ton discours, a-t-elle murmuré. Je n'en avais aucune idée. Je n'ai jamais su. C'était un peu le but, ai-je dit, mais sans amertume. Elle s'est reculée, essuyant ses yeux. Ils sont partis. Maman et papa. Ils n'ont même pas. Elle s'est interrompue, l'air honteux. Je sais. J'ai ajusté ma toque, qui s'était légèrement déplacée. Savait-il que tu venais ici au lieu de ta cérémonie? Elle a secoué la tête. Je ne pouvais pas y faire face. Tous ces regards apitoyés, les chuchotements. Je voulais voir ce que tu avais construit pendant que personne ne regardait. Une pause. C'est incroyable, elle. Tu es incroyable. Avant que je puisse répondre, Asa est apparu à mes côtés, protecteur et fier. Tout va bien ici, a-t-il demandé, ses yeux se déplaçant entre moi et Rian. Oui, ai-je dit, surprise de constater que c'était vrai. Asa, voici ma sœur, Rian. Rian, voici Asa Williams, mon partenaire de recherche et, je l'ai regardé, un sourire se dessinant sur mes lèvres, et quelqu'un de très important pour moi.
Rian a hoché la tête, nous regardant avec compréhension. Je devrais y aller, a-t-elle dit doucement. Félicitations, elle. Tu mérites tout ça. Alors qu'elle se tournait pour partir, je l'ai appelée. Rian. Elle s'est retournée. On devrait parler un de ces jours. Vraiment parler. Un petit sourire sincère a traversé son visage, peut-être le premier que je voyais de sa part depuis des années. J'aimerais beaucoup. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur le campus de Brindlewood, Asa et un groupe de mes amis les plus proches du département d'histoire se sont réunis dans un restaurant local pour célébrer. Je portais mon blazer bleu marine comme une armure, me sentant à la fois épuisé et exalté. À elle, a dit la professeure Hollande, levant son verre dans une démonstration de sentiments inhabituels, qui nous a rappelé à tous aujourd'hui que l'histoire est faite par ceux qui ont le courage de sortir de l'ombre. Nous avons trinqué, les rires et la conversation coulant librement. Pour la première fois de ma vie, je me sentais complètement présente, complètement moi-même. Pas de masque, pas de cachette, pas de diminution de ma lumière pour mettre les autres à l'aise. Mon téléphone est resté silencieux. Pas d'appel de mes parents, pas de texto de félicitations ou d'excuses. Juste le silence. Asa a remarqué que je le vérifiais et a serré ma main sous la table. Ça va? J'ai réfléchi à la question, regardant les gens qui avaient cru en moi, m'avaient soutenu, m'avaient vu quand ma propre famille ne le pouvait ou ne le voulait pas, oui, ai-je dit et je le pensais. Vraiment. Plus tard dans la nuit, alors qu'Asa me ramenait à mon appartement, nous nous sommes arrêtés sous un lampadaire, l'air chaud du printemps parfumé de chèvrefeuille et de possibilités. J'ai quelque chose pour toi, a-t-il dit, sortant un petit paquet de sa poche. Un cadeau de remise de diplôme. Je l'ai déballé pour trouver un magnifique journal relié en cuir, la couverture ornée d'un simple éclair en relief. Pour l'orage qui a refusé de rester caché, a-t-il expliqué, sa voix douce. Pour tout ce que tu voudras écrire ensuite. J'ai tracé l'éclair du bout du doigt, pensant à tous les journaux qui l'avaient précédé, remplis de blessures, d'espoir, de rêves différés mais jamais abandonnés. Merci, ai-je murmuré, me hissant sur la pointe des pieds pour l'embrasser, de m'avoir vu, même quand je n'étais pas prête à être vue. Cette nuit-là, avant que le sommeil ne m'emporte, j'ai écrit un dernier article de blog sur « Non écrite, les femmes que l'histoire a oubliées ». Mais cette fois, je l'ai signé de mon vrai nom. Pour la fille en qui personne ne croyait, sois ta propre preuve. Elle. Un an après la remise des diplômes, je me tenais sur un tapis rouge circulaire, face à un public de plusieurs centaines de personnes. La scène du TEDx était intimidante, mais je ressentais une certitude calme en commençant à parler. Et si le plus grand cadeau que vous ayez jamais reçu était d'être ignoré? Ma conférence, intitulée « Le cadeau d'être ignoré », retraçait mon parcours de seconde fille invisible à historienne reconnue et défenseur des voix oubliées. Je n'ai pas cité de nom ni partagé de détails familiaux spécifiques. Il ne s'agissait pas de vengeance ou d'humiliation publique, il s'agissait de transformation. Quand personne ne vous regarde, vous êtes libre de devenir exactement qui vous êtes censé être, ai-je dit au public. Sans le poids des attentes des autres, vous pouvez construire quelque chose d'authentique, quelque chose de vrai. La conférence a résonné d'une manière que je n'avais jamais anticipée. En 3 semaines, elle avait été vue plus de 2 millions de fois en ligne. Ma boîte de réception a été inondée de messages de personnes partageant leurs propres histoires d'être ignorées, sous-estimées et finalement triomphantes. La vie avait changé de façon spectaculaire depuis la remise des diplômes. Asa et moi avions emménagé dans un petit cottage près du campus de Brindlewood, où j'avais accepté un poste de professeur adjointe, enseignant un séminaire spécialisé sur les voies négligées de l'histoire. Le cottage avait des planchers qui craquaient et une plomberie capricieuse, mais il avait aussi des étagères du sol au plafond qu'Asa avait construites à la main et un jardin où je cultivais des herbes et des fleurs. Ce n'était ni grandiose ni impressionnant selon les normes conventionnelles, mais c'était le nôtre, un foyer construit sur le respect mutuel et les rêves partagés plutôt que sur les apparences. Ma relation avec Rian avait évolué en quelque chose qu'aucune de nous n'aurait pu prédire. 2 mois après la remise des diplômes, j'ai reçu une épaisse enveloppe contenant une lettre manuscrite, 15 pages de réflexion brute et honnête. J'ai commencé cette lettre une douzaine de fois, et chaque tentative me semble inadéquate. Comment s'excuser pour une vie de déséquilibre que l'on n'a même pas reconnue? Comment réparer les avantages que l'on a acceptés sans remettre en question leur coût pour quelqu'un d'autre? On m'a trop poussé à être parfaite. Chaque trophée, chaque réussite était une nouvelle barre à franchir, une autre attente à satisfaire. J'ai commencé à me définir par ce que j'accomplissais plutôt que par qui j'étais.
Et quelque part en chemin, j'ai commencé à te ressentir de l'amertume. Pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que tu semblais survivre par toi-même. Tu n'avais pas besoin des projecteurs comme moi. Tu as continué à construire, continué à devenir. Je ne dis pas cela pour excuser ce qui s'est passé. J'ai fait des choix, des mauvais, et je vis avec ses conséquences. Mais je veux que tu saches que je te vois maintenant. Je vois ce qu'ils t'ont fait, ce qu'ils nous ont fait à toutes les deux, de différentes manières. Je n'attends pas de pardon. Je ne sais même pas si je le mérite. Mais je voulais que tu saches que ton discours, ta vérité, a changé quelque chose en moi. Pour la première fois, j'essaie de comprendre qui je suis sans les trophées et les accolades, qui rien pourrait être si elle était juste assez, exactement comme elle est. Ta sœur, si tu veux encore de moi, rien. J'ai répondu, et lentement, prudemment, nous avons commencé à construire une relation basée sur qui nous étions réellement plutôt que sur les rôles qui nous avaient été assignés. Nous n'étions pas proches, trop d'eau avait coulé sous les ponts, mais nous étions vrais l'une avec l'autre maintenant, et cela comptait plus qu'une affection fraternelle forcée. Mes parents étaient une autre histoire. Un mois après la remise des diplômes, j'ai reçu un bref email, nous avons vu ton blog et ton discours de remise de diplôme en ligne. Nous sommes fiers de ce que tu as accompli. Nous espérons que tu vas bien. Maman et papa. 3 phrases. Aucune reconnaissance de leur rôle dans mes difficultés, aucune excuse pour les années de favoritisme, aucune reconnaissance des blessures plus profondes que leurs actions avaient causées. Juste une fierté tardive et superficielle maintenant que d'autres m'applaudissaient. Je n'ai jamais répondu. Certaines blessures ne se referment pas, et ce n'est pas grave. Certaines relations ne peuvent être sauvées, et accepter ce fait n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. Au lieu de cela, j'ai canalisé mon énergie dans mon travail. Le projet de documentaire avec Marcus Reynolds a évolué en une série en 6 parties mettant en vedette des femmes dont les contributions à la science, à la politique, à l'art et à l'innovation avaient été systématiquement effacées des archives historiques. J'ai servi de consultante historique et j'ai écrit 2 des épisodes moi-même. Mon livre, Victoire silencieuse, comment les femmes oubliées de l'histoire ont changé le monde, a été publié le printemps suivant. Il combinait une recherche méticuleuse avec une réflexion personnelle sur les parallèles entre l'effacement historique et l'invisibilité quotidienne. Quand il a atteint les listes des best-sellers, j'ai ressenti une satisfaction tranquille, différente de la justification que j'avais autrefois désirée. Sur la page de dédicace, j'avais simplement écrit « aux voix non entendues ». À mesure que ma réputation professionnelle grandissait, j'ai commencé à recevoir des lettres et des emails de jeunes femmes faisant face à leur propre bataille pour la reconnaissance. J'ai lancé un programme de mentorat pour les filles de milieux défavorisés qui montrait des promesses dans la recherche et l'écriture historique des filles comme moi, ignorées mais brûlant de brillance. Professeur Waverly, pensez-vous que quelqu'un peut réussir sans soutien, m'a demandé l'une de mes étudiantes pendant les heures de bureau, sa voix petite mais déterminée. Oui, lui ai-je dit honnêtement, mais la question n'est pas de savoir si vous le pouvez. C'est de savoir si vous devriez y être obligé. Tout le monde mérite d'être vu, d'être soutenu, que l'on croit en lui. Si vous n'avez pas ce soutien à la maison, nous le construirons ici. Un jour d'automne frais, près de 18 mois après la remise des diplômes, j'ai visité le campus de Brindlewood pour une conférence. Ensuite, je me suis senti attiré par la pelouse principale, où j'avais prononcé mon discours de major de promotion. La scène avait disparu depuis longtemps, des étudiants se prélassant sur l'herbe où se trouvaient autrefois des rangées de chaises, mais je pouvais encore sentir l'écho de ce moment. J'ai marché jusqu'à l'endroit exact où se trouvait le podium et je suis resté là, laissant les souvenirs m'envahir, la peur, la détermination, le moment où je suis entré pleinement dans mon pouvoir pour la première fois. Tu l'as fait, ai-je murmuré, les mots destinés à la elle de 13 ans qui siégeait encore au fond de mon esprit, la fille qui avait écrit dans son journal qu'un jour elle aurait de l'importance, qu'un jour elle serait vue. La vérité, c'est que je n'avais pas eu besoin de cette ovation debout, bien que la validation ait été douce. Je n'avais pas eu besoin de l'approbation ou de la reconnaissance de mes parents, bien que leur absence me fasse encore mal parfois dans les moments calmes. Ce dont j'avais eu besoin, ce que je m'étais finalement donné, c'était la permission d'être pleinement, sans excuse, qui j'étais, de prendre de la place, de parler avec ma voix authentique, de revendiquer mon droit d'être vu et entendu. En fin de compte, je n'ai pas seulement gagné leurs applaudissements, j'ai gagné les miens. Et ça, j'en étais venu à le réaliser, c'était la victoire qui comptait le plus. Alors que je me tournais pour quitter la pelouse, mon téléphone a vibré avec une notification.
Le Conseil national de l'éducation avait sélectionné « Victoire silencieuse » pour inclusion dans le programme recommandé de l'année prochaine pour les cours d'histoire du secondaire. Mon travail, ma voix, atteindrait une nouvelle génération d'étudiants, dont certains pourraient reconnaître leur propre lutte dans mes mots. J'ai souri, en pensant à la façon dont mon moi plus jeune aurait réagi à une telle nouvelle. Elle aurait immédiatement pensé à courir à la maison pour le dire à ses parents, désespérés de leur approbation, de leur reconnaissance qu'elle était enfin assez spéciale. Mais la femme que j'étais devenue a simplement envoyé un texto à Asa pour partager la nouvelle, puis a appelé la professeure Hollande, qui a répondu avec sa fierté caractéristique et discrète, bien méritée. Quelle est la suite? Quelle était la suite? Plus de recherche, plus d'écriture, plus de mentorat pour les jeunes femmes qui avaient besoin de quelqu'un pour voir leur potentiel. Plus de matins tranquilles dans le cottage avec Asa, à construire notre vie selon nos propres termes. Plus de conversations honnêtes avec Rian alors que nous naviguions dans notre nouvelle relation plus authentique. Plus d'engagement de prise de parole où je pourrais partager le message qui était devenu mon but, vous êtes assez, exactement comme vous êtes. J'ai jeté un dernier regard sur la pelouse avant de m'éloigner, un sentiment de paix s'installant sur moi comme un poids familier. La tempête qui s'était formée en moi pendant tant d'années s'était enfin libérée, non pas comme une destruction, mais comme une pluie vivifiante, nourrissant non seulement ma propre croissance mais créant aussi un espace pour que d'autres s'épanouissent. Dans ma poche, je portais le journal en cuir qu'Asa m'avait donné à la remise des diplômes. Ces pages se remplissaient d'idées pour de nouveaux projets, d'observations sur mes étudiants, de réflexions sur l'histoire et ses échos dans le présent. Mais sur la première page, j'avais écrit une seule ligne, un rappel pour moi-même les jours où les vieux doutes menaçaient de refaire surface, la fille en qui personne ne croyait est devenue la femme qui a cru en elle-même. Et ça, en fin de compte, c'était assez. Que sacrifieriez-vous pour être enfin vu? Et quand ce moment viendra, aurez-vous encore besoin de leur validation, ou aurez-vous trouvé quelque chose de bien plus précieux? Si cette histoire a résonné en vous, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour plus de récits de force tranquilles et de triomphes inattendus.